Super. Donc, bonjour tout le monde. Il est 7 heures. On va pouvoir commencer. Donc, bienvenue au troisième webinaire de la saison. Donc, je me présente. Je m'appelle Laurence Plamondon. Je suis agronome et professionnelle de recherche pour le Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, qu'on dit le CRESAD. Donc, la présentation d'aujourd'hui va durer 30-35 minutes environ, suivie de 15 minutes de questions. Je vais vous inviter à poser vos questions à la fin, s'il vous plaît, pour ne pas déranger la présentatrice et faciliter l'enregistrement. Donc, ça me fait penser justement que le tout va être enregistré pour pouvoir être disponible sur notre plateforme YouTube par la suite. Donc, c'est cela. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous Naomi Blo, que vous connaissez peut-être, qui est déjà en fait très active dans le milieu apicole. Donc, Naomi, en fait, elle est notamment propriétaire de l'entreprise La Ruchette, qui est justement dans la région de Québec. Donc, elle est également enseignante au Collège d'Alma dans le programme Exploitation d'une entreprise apicole, excusez-moi. Et elle a également une maîtrise sur les probiotiques qu'elle a réalisée au CRESAD. Et c'est justement un petit peu de cela qu'elle va venir nous parler aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, Naomi, je te laisse la parole. Super, merci Laurence. Donc, je vais partager mon truc. Laurence me confirmera si ça va être le bon, si je te partage ça. C'est parfait. Merveilleux. Merci. En fait, là, comme Laurence a mentionné, là, ce soir, ma présentation porte sur les résultats de maîtrise que j'ai fait il y a de ça quelques années maintenant, puis qui va porter sur les abeilles et les probiotiques et le microbiote. Puis en fait, on veut voir est-ce que les probiotiques peuvent être bénéfiques pour les colonies d'abeilles. Donc, je voulais prendre le temps de me présenter un petit peu. Là. Laurence l'a déjà fait de façon sommaire. Juste pour vous parler un peu de mes expériences en apiculture, d'où est-ce que ça vient, puis en fait, de comment ça a commencé tout ça. En fait, mon premier contact avec les abeilles, ça a été pendant ma maîtrise avec Pierre Giovelazzo à l'Université Laval. C'est un peu par hasard que je me suis joint à cette équipe-là. Il y avait un projet qui avait l'air cool. L'apiculture, c'était pas dans mes plans initialement. Puis finalement, après un premier été à travailler là, j'ai compris que c'était vraiment un domaine qui me plaisait beaucoup. Donc, j'ai continué à être. En fait, là, je me suis lancée là-dedans. J'ai fait ma maîtrise là, en 2017 jusqu'en 2019. Puis, j'ai continué à travailler comme professionnelle de recherche par la suite, toujours au CRESAD, puis toujours sur le même projet, là, donc encore avec les probiotiques. Ça fait aussi là, 3 ans, quelque chose du genre, que je suis prof au Collège d'Alma pour les cours de gestion de pollinisation. Puis, j'ai La Ruchette là, depuis 2021, qui est une entreprise là, de formation, d'élevage d'abeilles et de matériel apicole. Puis finalement, dans la dernière année, là, c'est ça, j'étais un peu active dans le secteur en étant l'agente de développement de la table filière apicole. Là, donc, j'ai touché un peu à plein de projets là, qui étaient par rapport à l'apiculture au Québec. Euh, donc, ça fait un peu le portrait de qui je suis dans le domaine apicole. Comme j'ai dit, là, la présentation de ce soir, c'est la présentation des résultats de ma maîtrise. Si jamais ça vous intéresse, là, je pourrais mettre dans le chat les articles en fait, qui sont associés à la présentation, là, si vous voulez avoir plus de détails. Donc, il y a 2 articles qui ont été publiés sur le sujet, un en 2020 puis l'autre à la fin 2023. Donc, même si les recherches ont été faites il y a quelques années, là, les résultats ont été publiés assez récemment. Donc, on parle de microbiote, on parle de probiotiques, on parle d'hivernage. Donc, je vais commencer quand même par définir certains éléments. Alors, le microbiote, c'est quelque chose de... Pour certains, c'est peut-être nouveau comme concept, ou du moins, on en a entendu un petit peu parler. Mais en gros, le microbiote, c'est l'ensemble de tous les micro-organismes. Donc, on parle des bactéries, mais on parle aussi de levures, des virus, des parasites. Donc, vraiment, tous les petits organismes qui vont vivre dans un environnement spécifique. Alors, par exemple, le microbiote intestinal, ça va définir toutes les bactéries, tous les micro-organismes qui vivent dans l'intestin. On le sait que nous, on en a un, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus accepté, mais tous les animaux en ont un aussi, puis les abeilles ne font pas exception à ça. Donc, le microbiote de l'abeille est particulièrement simple. Il est composé principalement de 8 groupes bactériens, puis il y a environ 70% de tout ça qui est des lactobacilles. Donc, c'est vraiment un microbiote qui est assez simple. Certaines bactéries, là, comme je dis, sont très abondantes, donc vont prendre beaucoup d'espace dans le microbiote, et d'autres vont être très spécifiques, donc en petite quantité. Souvent, ça va être des bactéries qui vont être associées à des fleurs particulières
que les abeilles vont acquérir lorsqu'elles s'alimentent. Il y a des bactéries là-dedans qui sont, on va dire, généralistes, là, donc je reviens sur des lactobacilles, c'est des bactéries qu'on va retrouver, c'est ce qu'on a dans le yogourt, c'est des bactéries qu'on va trouver un peu partout dans le règne animal. J'oserais dire que la grande majorité des microbiotes en contiennent, mais il y a d'autres bactéries qui sont vraiment propres à l'abeille, comme par exemple Snodgrassella alvi, qui est en fait, il y a seulement les abeilles qui ont ça dans leur intestin. En fait, la composition va varier selon différents facteurs. Là, on va aborder ça un petit peu plus loin, mais la composition du microbiote n'est pas fixe. Ça va changer dans le temps, mais ça va également changer dans l'endroit où on l'a dans l'intestin. Donc, tout dépendamment si on est au début de l'intestin ou à la fin de l'intestin, la composition va changer parce que il va y avoir différentes fonctions qui vont être. Les micro-organismes vont avoir différentes fonctions qui vont être adéquates à différents endroits dans l'intestin. Quand une abeille naît, elle n'a pas de microbiote. Donc, son tube intestinal, on va dire, il est propre, là, ou il est encore stérile. Puis, elle va acquérir le microbiote de 3 façons. D'abord, par trophalaxie, donc en faisant un échange de bouche à bouche avec les autres abeilles. Ensuite, en étant en contact avec les composants de la ruche, donc la cire, le pollen, donc tout son environnement à l'intérieur de la colonie. Puis aussi, il va y avoir le contact fécal-oral qui va faire une transmission horizontale là, du microbiote. Alors, elle va naître sans microbiote, mais au bout de 4 à 6 jours, le microbiote va être mature. À quoi ça sert un microbiote? Là? Pourquoi est-ce qu'on a des bactéries dans notre intestin? Je vous dirais qu'il y a 3 rôles principaux à ça, tant pour nous que pour les abeilles. Il va y avoir des rôles de digestion, rôle de protection du tube digestif, puis un rôle immunitaire. Alors, j'ai divisé ça vraiment en 5 grandes fonctions. Là, donc, ça va faciliter la digestion des aliments. Par exemple, les abeilles vont consommer du pollen. Le pollen va avoir des parois végétales en fait, très difficiles à digérer et l'abeille n'est pas capable de les digérer seule. Alors, il y a la bactérie Gillamella apicola qui va venir dégrader la paroi du pollen, ce qui va rendre les nutriments accessibles pour l'abeille. Donc, c'est comme un intermédiaire pendant la digestion. Également, le microbiote va permettre la biosynthèse de certaines vitamines. Alors, il y a des vitamines qu'on va consommer, puis on va les acquérir de cette façon-là, mais il y en a d'autres qui vont être produites directement par les bactéries qui vont être dans notre intestin. Ça va également favoriser la prise de poids parce que ça va améliorer la digestion. Donc, l'accès aux nutriments va être beaucoup plus facile, ce qui va permettre une meilleure absorption. Ça va augmenter la tolérance aux agents pathogènes. Je vais en parler un petit peu plus tard, mais ça a vraiment un rôle qui est immunitaire. Donc, les bactéries vont protéger, si on veut, nos bonnes bactéries vont nous protéger des mauvaises bactéries. Donc, ça va venir créer un équilibre. Et finalement, les bactéries qui sont dans en fait, le microbiote va venir protéger la paroi intestinale. Donc, il va avoir un rôle là, qui va permettre de garder l'intégrité de la paroi des cellules intestinales. Donc, le tube digestif va comme être protégé par le film bactérien qu'on trouve à l'intérieur. Évidemment, quand on a un microbiote en santé, ça va nous donner une abeille qui est en santé. Puis, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer le microbiote de l'abeille, qui vont le débalancer, qui va donc créer ce qu'on appelle une dysbiose et qui va avoir des impacts sur sa santé à plus long terme. Bon, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous êtes des apiculteurs, vous le savez, avoir des abeilles au Québec, au Canada, c'est pas évident. On a beaucoup, il y a beaucoup d'obstacles. Puis, ils vont avoir en fait, tous ces défis-là vont avoir un impact sur la survie des colonies, mais également, très probablement, sur le microbiote. Donc, en premier, on a tout ce qui est les maladies, les parasites. Donc, le varroa parasite, Nosema, c'est un champignon intracellulaire. Les loques, ce sont des bactéries. Donc, ce sont 3 agents pathogènes auxquels l'abeille fait face et qui va avoir un lien avec son microbiote. Par exemple, Nosema, c'est un champignon qui s'attaque directement aux cellules intestinales de l'abeille. Donc, le fait d'avoir un microbiote qui est sain va permettre de favoriser, en fait, l'intégrité de la paroi intestinale. Aussi, en fait, on utilise énormément de traitements. Les traitements vont être en contact avec les abeilles, donc ça va les affecter, même si il y a beaucoup de bénéfices, notamment pour les traitements antiparasitaires, antivarrois, mais il va avoir un impact aussi sur la santé de l'abeille. Au Québec, on a un hiver, donc les abeilles vont être confinées à l'intérieur de la ruche pendant plusieurs mois. Là. Enfin, on commence à sortir lentement mais sûrement.
Ce qui fait en sorte que les abeilles n'auront pas accès à une source de nourriture qui est diversifiée et vont pas pouvoir sortir pour déféquer. Donc, ça va vraiment changer leurs habitudes puis changer leur physiologie. Puis finalement, le climat froid va faire en sorte qu'ils vont devoir se réchauffer, dépenser de l'énergie. Donc, tout ça fait en sorte que, en fait, ce sont tous des facteurs qui vont affecter l'équilibre puis la santé de l'abeille. Puis en fait, la question, c'est de savoir, notre première question pour ma maîtrise, c'est de savoir comment est-ce que l'hivernage, donc la période là, entre, disons, octobre et avril, va influencer la composition du microbiote intestinal de l'abeille. Donc ça, on va l'aborder un peu plus tard, mais c'est une des questions auxquelles on a voulu répondre pendant la maîtrise. Donc, on sait qu'il y a des éléments qui vont influencer négativement le microbiote, mais il y en a qui peuvent l'influencer positivement. Par exemple, il y a les probiotiques. Les probiotiques, c'est des micro-organismes qui sont vivants. Souvent, c'est des bactéries ou des levures. Puis qui, quand on va les ingérer en quantité suffisante, vont avoir un effet bénéfique sur la santé en améliorant l'équilibre de la flore intestinale. Des probiotiques, peut-être que la première image que vous avez en tête, c'est ça. Donc, des probiotiques, on va les manger, on va les avoir dans notre alimentation, notamment dans tout ce qui est fermenté. Alors, là, je mets kombucha, yogourt, ça peut être la choucroute. Donc, tout ce qui est fermenté va contenir des micro-organismes qu'on va considérer comme étant des probiotiques. On peut également prendre des suppléments de probiotiques, souvent quand on a des problèmes digestifs, pour améliorer la digestion, quand on a certaines douleurs. Donc, c'est un peu ce qu'on a en tête, mais on peut quand même appliquer ça aux colonies d'abeilles. Inquiétez-vous pas, là, on ne donne pas du yogourt aux abeilles, on se prend un peu différemment. Mais nous, le principe, c'est de dire, est-ce qu'on peut donner des probiotiques aux abeilles pour qu'il y ait un effet bénéfique? Avant de commencer le projet, évidemment, on n'est pas les premiers à avoir donné des probiotiques à des abeilles. Il y a déjà des recherches qui ont été faites sur le sujet. Puis, il y a certains éléments qui ont été trouvés, certains éléments positifs sur la santé de l'abeille. D'abord, ça a été remarqué que la prise de probiotiques chez les abeilles va améliorer la performance des colonies de plusieurs façons. Souvent, on observe une augmentation du nombre de cellules de couvain dans la ruche, donc plus de couvain, plus d'abeilles, donc colonie plus forte. On va avoir en conséquence une production de miel qui va être plus abondante. Et il a été remarqué aussi que les glandes ciliaires des abeilles qui étaient supplémentées avec des probiotiques étaient plus volumineuses. Donc, j'imagine que c'est bénéfique pour pouvoir produire de l'acide plus efficacement dans la ruche. Un exemple, là, je vous en ai mis un ici, je vous l'explique. Donc, il y avait un test qui avait été fait avec des colonies. On avait donné un mélange de bactéries, là, donc des lactobacilles puis des bifidobacterium. Donc, c'est deux bactéries lactiques qui sont très souvent retrouvées dans les formules probiotiques. Et on les donnait une fois par semaine pendant un mois à des colonies. Puis comment est-ce qu'on le donne? Parce que comment on nourrit les abeilles avec des probiotiques? Dans ce cas-ci, c'était vaporisé sur des cadres. Alors, on mélangeait le probiotique avec du sirop sucré, puis on vient vraiment vaporiser, de sorte à ce que les abeilles vont devoir se licher, se nettoyer les unes les autres, et de cette façon-là, ils vont ingérer le probiotique assez rapidement. Puis ce qu'ils ont remarqué, en fait, c'est qu'après 30 jours, donc ici sur le tableau, là, on a le nombre de cellules de couvain, puis on a le temps, donc au début, à 30 jours et à 60 jours. Mais après 30 jours, les colonies qui étaient traitées avec des probiotiques avaient une quantité là, de couvain dans la ruche qui était plus importante. Donc ça, c'est super intéressant disons qu'on veut appliquer ça avec l'apiculture au Québec ou on va dire apiculture nordique, d'avoir ça au printemps, d'avoir une augmentation de la production de couvain tôt en saison, ça peut être une approche qui est super intéressante. Un autre élément qui a été remarqué, c'est que l'ajout de probiotiques dans l'alimentation des abeilles va augmenter la résistance aux agents pathogènes. Donc, ça a été montré là, pour l'anosmose à plusieurs reprises, puis aussi pour les loques américaines et loques européennes. Ici, les deux graphiques que je vous présente, en fait, c'était une expérience qui avait été faite là, dans notre laboratoire. Ça avait été fait au CRESAD sur des abeilles en cagette, donc des abeilles là, vraiment dans une situation contrôlée, si on veut. Puis, le but était de voir quand on met une interaction de noséma et probiotique, est-ce qu'on va avoir un résultat qui est différent par rapport aux abeilles, disons, qui étaient juste infectées par la noséma? Puis, si on regarde là, sur le tableau de gauche, la ligne noire, ce qu'on voit en fait, là, c'est le nombre de jours qui passent et le taux de survie. Donc, plus la ligne descend, plus le nombre d'abeilles est décédé. Donc, on voit là un peu le nombre comme par exemple à la fin, là, ici, il reste 30% des abeilles qui sont vivantes après 25 jours, 25-26 jours. Et puis, ce qu'ils ont remarqué, c'est que les deux lignes colorées, donc c'est ceux les abeilles qui avaient pris des probiotiques, ont un taux de survie qui est beaucoup plus élevé
que les abeilles qui n'avaient pas pris de probiotiques, peu importe qu'elles aient eu de la nosémose ou pas, ou donc le groupe contrôle. Puis c'était la même chose pour Bactocell et pour Levicell. L'idée derrière ça, en fait, c'est de dire, le probiotique ne va pas éliminer la nosémose, mais ce que ça va probablement faire, c'est que l'abeille va être beaucoup plus tolérante à une infestation, une infection de nosémose. Donc, voyons, je perds mon idée. Ça va être plus efficace. Les abeilles qui vont consommer des probiotiques vont être plus tolérantes à la noséma, dans le fond, à infection égale. Donc, vont mieux survivre. Alors, sachant ça, sachant qu'il peut avoir vraiment des effets bénéfiques sur la performance et sur la santé des colonies, eh bien, la deuxième question de la maîtrise, c'est de dire, OK, est-ce que les probiotiques peuvent améliorer la survie hivernale des colonies d'abeilles? Parce qu'on sait que pendant l'hiver, il y a beaucoup de maladies. La nosémose, c'est pendant cette période-là. Donc, on voulait voir si ça pouvait avoir un impact là-dessus. Donc, je reviens rapidement, les deux objectifs qu'on a voulu répondre pendant la maîtrise, c'était d'abord d'évaluer l'impact de l'hivernage sur la composition du microbiote intestinal de l'abeille, et puis de déterminer les effets de 3 probiotiques sur la performance des colonies à des moments qui étaient critiques, donc vraiment à l'automne, hiver, puis au démarrage au printemps. Je vais vous expliquer rapidement comment on a fait ça pour que vous ayez un peu une idée du design expérimental. Donc, comme j'ai dit, la maîtrise s'est réalisée c'est en 2017. Donc, on le fait sur une saison, donc de l'automne 2017 jusqu'en juin 2018 pour vraiment avoir la période d'hivernage. Au total, on avait 45 colonies qui étaient divisées en 5 groupes. Puis, les traitements probiotiques étaient donnés à l'automne. Donc, c'était 2 fois à l'automne puis 2 fois au printemps. Là, on s'était dit, on veut leur en donner juste avant l'hivernage, puis on veut leur donner dès la sortie de l'hivernage pour qu'elles reprennent du mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a donné comme traitement à nos colonies? Comme je disais, on avait donc 5 groupes. Premier contrôle, donc un groupe contrôle, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Ça nous permet de comparer. Ensuite, les 3 en vert ici, c'était nos 3 probiotiques. Je commence par le 2 puis le 3, là, donc c'était Bactocell et Levicell. Ces 2 probiotiques-là, ce sont des probiotiques qui sont commerciaux. Donc, c'est des formules qui sont déjà utilisées chez les poulets, les cochons et les crevettes d'élevage. Alors, pourquoi pas avec les abeilles? Bactocell, donc c'est une bactérie lactique qui est très présente chez l'abeille. On la retrouve là, naturellement. Pas cette souche-là précisément, mais cette espèce de bactérie-là. Puis, ça a été montré que ça favorisait la prise de poids, là, donc chez les cochons, les poulets. Et puis, le Levicell, c'est une levure, donc c'est la levure à bière, tout simplement, c'est Saccharomyces cerevisiae. Ça a été montré que ça augmentait, ça aide à la croissance des différents animaux qui prennent ça. Puis, ça améliore aussi la réponse immunitaire. Puis, ce qui a été remarqué aussi chez l'abeille, c'est que ça peut limiter l'infection par d'autres bactéries pathogènes. Donc, c'est comme s'il y avait un combat là, entre la levure et les méchantes bactéries, puis la levure pouvait gagner dans ce temps-là. Finalement, Parasaccharibacter apium, c'était notre levure maison, si on veut. Donc, c'est pas une levure, pardon, c'est une bactérie qu'on a isolée directement de l'intestin des abeilles et qu'on a fait croître en laboratoire. Alors, moi, mon travail, c'était en fait de faire. Celui-là, on le faisait vraiment pousser en laboratoire avant de le donner aux abeilles, tandis que Bactocell et Levicell, c'est des poudres qui se vendent, qu'on ajoute au sirop directement avant de le donner aux colonies. Puis finalement, on avait un dernier traitement qui est la fumagiline. Donc, c'est un peu notre contrôle négatif, si on veut. Donc, c'est un antibiotique qu'on utilise pour prévenir la nosémose. Habituellement, on va le donner à l'automne. Puis, il n'y avait pas vraiment d'études qui avaient été faites sur. On ne sait pas comment ça affecte l'abeille au niveau du microbiote, ni tant que ça au niveau de sa performance. Donc, c'est intéressant de pouvoir comparer avec les différents probiotiques. Je vous montre ici là, rapidement à quoi ça ressemble. Là. Donc, quand je dis que je fais pousser des probiotiques, c'est vraiment, en fait, c'est dans des bouillons de culture, donc dans des haleines meilleures, donc les bocaux en vitre ici. On les mettait ça dans une chambre chaude, on les laissait pousser, puis ensuite, on venait chercher toutes les bactéries qu'il y avait dedans. On préparait ça dans des petits tubes. Puis, par la suite, là, on venait vraiment donner, le sirop, on le donnait en même temps que le nourrissage d'automne. Donc, on ajoutait les probiotiques dans le nourrissage d'automne. Comme ça, les abeilles allaient le chercher dans le sirop, puis le ramener dans la ruche. Ensuite, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je n'irai pas dans les détails trop complexes, mais en fait, il y avait une partie, on donne des probiotiques, mais ensuite, on voulait analyser le microbiote, donc il faut aller chercher le microbiote. Comment est-ce qu'on fait? On allait échantillonner des abeilles à 4 moments dans la saison, donc avant et après les traitements probiotiques à l'automne et au printemps. Donc, on prenait des petits pots d'abeilles, on les congelait. Puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que là, je venais chercher l'intestin des abeilles. C'est pas très gros, donc on le voit sur la photo ici.
la photo du centre, là, on va vraiment chercher l'abdomen, on tire sur le dard, puis là, il y a tout l'intestin qui sort d'un coup. Puis moi, je gardais juste la partie antérieure, donc c'est voyons, le mésentérone, qui est une partie là, qui nous intéressait plus parce qu'il y a beaucoup plus de diversité de bactéries à cet endroit-là. Puis finalement, ben là, on faisait la biologie moléculaire pour pouvoir extraire l'ADN, le séquencer, puis pouvoir savoir c'est qui qu'il y a là-dedans et en quelle quantité. À part les analyses de plus de microbiote, on faisait aussi un suivi sanitaire de nos colonies. Donc, on faisait des dépistages du varroa. Même chose, là, on en a fait 4 fois pendant la saison, 3 fois à l'automne puis une fois au printemps. On le faisait par chute naturelle, donc avec les cartons collants qu'on met dans le plateau des ruches. Mais on faisait également un dénombrement des spores de nosema parce qu'on voulait savoir s'il y avait un impact de notre traitement probiotique, puis s'il y avait un impact en fait avec la fumagiline. Donc, pour compter les spores de nosema, là aussi, il faut aller prélever des intestins d'abeilles. Habituellement, on peut juste broyer des abeilles, on les mélange avec de l'eau, puis on va venir mettre une goutte de cette mixture-là sur une lamelle de microscope qui est, comme on voit, qui est quadrillée. Donc, ça nous permet de venir vraiment dénombrer le nombre de spores de nosema. Puis, ben, vous voyez ici, ce qui est dans le cercle rouge, ça, c'est de la nosema. Donc, ce qu'on voit ici dans cet échantillon-là, c'est qu'il y en avait beaucoup. Donc, c'est ce qu'on vient faire. On vient compter un à un, puis avec un petit calcul, après, on est capable de dire, ben, il y a tant de spores de nosema dans l'intestin de ces abeilles-là. Finalement, ben, on a quand même suivi nos colonies pour connaître leur performance, savoir comment ils se portaient là, au printemps. Euh, donc, ce qu'on a fait, on a pesé les ruches à plusieurs moments dans la saison. On évaluait aussi la force. Donc, la force, c'était de voir il y a combien de cadres de couvain dans les ruches. Donc, on prenait chaque cadre de couvain un à un, puis là, on pouvait mesurer, OK, bien, il y a à peu près, il y a 2 pouces par 6 pouces de couvain, puis on disait si c'était du couvain ouvert, du couvain fermé. Puis on a aussi regardé là, le nombre de cadres qui étaient recouverts d'abeilles en novembre puis en avril, donc au moment où les abeilles étaient encore grappées, pour nous permettre d'avoir un peu une estimation visuelle de la taille des colonies. Donc, je présente un peu les résultats de tout ce projet-là. Euh, En termes de composition du microbiote, bon, on est arrivé à la même conclusion. En fait, première des choses, on a trouvé les bactéries qu'on devait trouver, ce qui était une bonne chose. Donc, on a retrouvé là, les 8 groupes qui étaient les plus communs chez l'abeille. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la variation. Donc, vous voyez, là, il y a différentes couleurs ici qui vont identifier chaque famille bactérienne. Ben, on voit que, entre septembre, novembre, avril et juin, ben, il y a des variations. Par exemple, ce qu'on voit, c'est qu'en juin, les rhizobiacées, il n'y en a plus. On n'en a jamais retrouvé, alors que c'était pas extrêmement abondant en mois d'avril, mais on en avait quand même dans presque tous les échantillons tout le temps. Même chose, on a une augmentation des Neisseria, donc en vert, entre septembre et novembre. Donc là, ça nous a permis un peu de caractériser. Puis ce qui était intéressant après, ben, c'était de voir pourquoi, c'est quoi l'impact que ça peut avoir, une augmentation de un ou une réduction d'un autre. Ben, on a quand même trouvé certaines réponses. Par exemple, la diminution des rhizobiacées, donc les bleus, ben, c'est que les rhizobiacées sont souvent associés avec le nourrissage au sirop. Donc, c'est la présence de sirop va entraîner la présence de cette bactérie-là. Alors, c'est normal qu'en septembre, qu'en novembre, puis qu'en avril, on en trouve parce que ben, c'est tout ce qu'elles ont mangé. Mais en juin, ben là, elles ont accès à des fleurs, à une grande diversité de nectar. Donc, cette bactérie-là était plus présente. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y avait une augmentation, en fait, des bactéries. Donc, Gillamella apicola, celle qui dégrade le pollen, mais elle est seulement présente quand il y a du pollen. Donc, c'était vraiment super intéressant de voir ça, ces variations-là. C'était plus descriptif. Mais après ça, ben, il vient d'autres questions de se dire, ben, qu'est-ce qui cause quoi? Est-ce que c'est la diminution, disons, c'est les changements climatiques, pas climatiques, mais d'environnement, qui vont venir affecter la composition du microbiote intestinal et qui vont causer, disons, des maladies ou des faiblesses? Ou c'est l'inverse, ça va être la présence de faiblesses, de maladies qui va entraîner le changement de composition du microbiote intestinal. Dans le cas de notre étude, c'était un peu plus difficile à faire pour l'évaluer. Mais tu sais, vous allez voir plus tard, je vais reparler un peu des défis d'étudier le microbiote. Ça en fait partie, là, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est corrélé et qu'est-ce qui est juste aussi une coïncidence. La deuxième chose qu'on a remarqué, puis celle-là était aussi super intéressante, c'était la diversité du microbiote. Donc,
plus on a un microbiote parfait, c'est comme n'importe quoi en nature. Plus c'est diversifié, plus c'est stable, puis plus ça va être en meilleure santé. Donc, ça va être la même chose pour le microbiote intestinal. Plus on a une grande variété de bactéries, plus on va avoir un microbiote qui est sain. Mais ce qu'on remarque, en fait, c'est que dans nos échantillons, puis en fait, là, les deux graphiques, là, c'est juste deux indices différents là, de diversité, mais peu importe c'est quoi, on a exactement le même pattern dans les deux cas. Ce qu'on voit, c'est qu'à l'automne, la diversité est à son maximum et ça diminue rendu en novembre. Ça reste relativement stable pendant l'hiver et ça rediminue en juin. Mais c'est quand même, c'était pas surprenant comme résultat, ça non plus. En septembre, les abeilles ont encore accès à beaucoup de fleurs et puis vont avoir accès à différents micro-organismes, des bactéries qui sont très spécifiques à certaines fleurs, donc ça va entraîner une grande diversité. Mais par la suite, ben, ils vont se nourrir seulement avec du sirop pendant l'hiver, alors la diversité va diminuer. On se serait attendu à ce qu'elle augmente quand même en juin, mais en fait, il y a probablement un certain délai aussi avant que la diversité microbienne augmente suite à l'accès à des fleurs. Donc, probablement que si on avait pris un échantillon en juillet, là, ça aurait augmenté, puis on aurait pu voir là, un peu le cycle qui se boucle, puis que ça remonte jusqu'en septembre. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que pendant l'hiver, c'est assez stable parce qu'il n'y a pas d'apport de nouvelle nourriture, il n'y a pas de. C'est les réserves qu'il y a dans la ruche et c'est tout. Puis ils ne vont pas sortir de l'extérieur de la ruche, donc il n'y aura pas de contact avec d'autres environnements. Je présente maintenant le résultat par rapport au développement printanier des colonies d'abeilles. Euh, donc, je vais vous montrer en fait les deux où on avait vraiment eu des résultats. Tu sais, je vous ai dit, on a regardé le poids des colonies, les populations d'abeilles, on a regardé aussi la survie hivernale. Ces trois critères-là, il n'y avait pas de différence entre les différents groupes. Donc, nos traitements probiotiques n'ont pas joué sur la population, le poids ou la survie hivernale des colonies. Mais par contre, on a remarqué qu'il y avait un impact sur le développement printanier. Dans mon graphique, donc chaque couleur indique un groupe expérimental, donc soit le contrôle, les probiotiques ou la fumagiline. On a chaque panneau, là, désolé, c'est en anglais, là, j'ai prélevé des images dans l'article, mais donc on a le couvain qui est ouvert, le couvain operculé, puis le couvain total, donc vraiment la somme des deux. Puis là, à gauche, on voit là, le nombre de cellules de couvain qui sont là. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est que la quantité de couvain operculé était vraiment plus élevée c'est significativement plus élevé chez les groupes qui avaient été nourris par Bactocell, Levucell, que pour le groupe contrôle. Puis, tu sais, il y a quand même une tendance aussi pour les autres, mais ceux-là, il y avait moins de variabilité, puis c'était vraiment plus élevé. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Bon, il y a plus de couvains operculés, il n'y a pas plus de couvains ouverts. Ben, ce que ça peut nous dire, c'est qu'il y a eu peut-être un début de ponte plus rapide. Donc, s'il y a eu plus de la ponte plus tôt par la reine, eh bien, ce couvain-là va devenir operculé plus rapidement. Donc, on aurait plus de couvains operculés dans ces ruches-là plutôt que celles qui n'étaient pas traitées et pour lesquelles la ponte a commencé un peu plus tard. C'est sûr que c'est quelque chose qui est, tu sais, ça reste une hypothèse, c'est super difficile à tester. Il a fallu ouvrir les ruches là, pendant l'hiver pour pouvoir regarder la quantité de couvain vraiment euh, pendant toute la saison, sauf que là, de venir les déranger pendant l'hiver, on vient rajouter un effet qui est pas, je veux dire, qui est pas naturel, là, donc pendant l'hiver, on ne devrait pas les déranger, donc il y a toujours un peu ce jeu-là. Mais ce qu'on a remarqué, c'est justement il y avait plus de couverts perculés. Alors, si on avait continué l'étude un peu plus tard, est-ce qu'on aurait eu plus de miel, comme ça a déjà été observé dans d'autres études? C'est possible. Peut-être que les populations auraient été plus grandes aussi. Euh, donc, on aurait eu un impact sur le poids. Donc, c'est sûr que ce projet-là a été fait pendant une courte période, seulement pendant un hivernage. Mais l'avoir fait sur plus longtemps, je pense qu'on aurait pu avoir des résultats et des réponses à nos questions un peu plus, un peu de façon plus claire. Finalement, par rapport à la nosémose, donc ce qu'on voit ici sur le tableau, on a donc les 3 dates d'échantillonnage de la noséma. Alors en septembre, en octobre, puis au mois d'avril, on a à la verticale le nombre de spores par abeille. Puis encore une fois, les couleurs, c'est des groupes. Ce qu'on a remarqué, c'est que la noséma, c'est extrêmement variable. Il y a des abeilles qui sont très infectées, alors que d'autres ne le sont pas du tout. Alors, c'est pour ça qu'on voit que la majorité des abeilles étaient à zéro, mais on en avait qui avaient des millions de spores. Donc, c'est un peu plus difficile à interpréter. Le seul résultat qu'on a été capable de remarquer,
c'est, la fumagiline, ça marche. Donc, ici, c'est le deuxième groupe. C'est lui où il y a l'étoile rouge. C'est le seul groupe où on n'a pas trouvé de sport, ou à peu près pas, dans la colonie au printemps. Donc, ça veut dire que le traitement a marché vraiment pendant l'automne. Mais pour les autres, on n'a pas vraiment vu d'impact. Un petit peu pour Parasaccharibacter apium, qui a d'ailleurs changé de nom, qui s'appelle Bartonella apis maintenant. Mais Parasaccharibacter apium et le vucel sembleraient permettre une diminution de l'infestation par nanosema, mais comme je dis, dans ce cas-ci, l'échantillonnage n'était peut-être pas parfait parce qu'il y avait tellement de variations d'une abeille à l'autre, il aurait fallu échantillonner peut-être 10 fois plus d'abeilles pour avoir une moyenne qui est un peu mieux. Donc, ça rend ces résultats-là un petit peu plus difficiles à analyser. Donc, en général, qu'est-ce que ça. C'est quoi les conclusions de notre étude? Ben, c'est que de un, comme on s'y en attendait, la composition du microbiote intestinal de l'abeille est influencée par l'hivernage des colonies. Puis, tu sais, on va avoir justement, il y a un impact des différents facteurs environnementaux. Puis après ça, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que ça change? Est-ce que ça peut être positif que la composition change? Si, disons, les abeilles mangent justement juste du sirop puis on va dire du vieux pollen, donc pas du pollen frais, mais du pollen qui est déjà entreposé depuis longtemps dans la ruche, ben peut-être que pour avoir le maximum des nutriments, c'est mieux d'avoir un microbiote là, qui va être justement modifié, qui va être adapté à cette nouvelle alimentation-là pour pouvoir augmenter la digestion. Aussi, ben, on a remarqué que la diversité du microbiote de l'abeille s'appauvrit avec l'hiver. On a vu que Bactocell et le Vucell, qui sont les deux probiotiques commerciaux, contribuaient à la croissance des colonies au printemps. Et les traitements probiotiques, ben, finalement, le Parasaccharibacter apium puis Bactocell avaient un petit impact sur l'infection par nosema, puis que fumagiline, ça marchait. Ça a été vraiment un premier travail de recherche qui a été fait vraiment avec des probiotiques sur les ruches, dans notre cas au Cresab. Puis, en cours de route, il y a tellement de questions qui sont arrivées, puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de défis liés, en fait, à ce genre d'études-là. D'abord, choisir, il y avait beaucoup de questions à savoir qu'est-ce qu'on donne aux abeilles, comment est-ce qu'on choisit quel probiotique on veut donner. Est-ce qu'on veut donner des souches qui sont seules? Est-ce qu'on veut donner un mélange de souches? C'est sûr que dans notre cas, on voulait donner des souches seules pour que ce soit un premier test avant de les mélanger puis qu'on puisse pas dire qui fait quoi. Mais tu sais, par la suite, en étudiant plusieurs souches différentes, si on voit qu'il y en a qui sont plus prometteuses, ben là, on pourrait les donner de façon simultanée pour essayer d'aller chercher les avantages et les bénéfices de chacun. Aussi, peut-être que ça aurait été plus intéressant de donner des prébiotiques au lieu des probiotiques. Donc, les probiotiques, je l'ai dit, c'est les micro-organismes, donc c'est des bactéries vivantes qu'on mange. Mais les prébiotiques, c'est comme de la nourriture à microbiote. Donc, c'est des nutriments qu'on va prendre et qui vont être consommés par des bonnes bactéries. Donc, on va comme favoriser le développement des bonnes bactéries. Peut-être que ça aurait été un peu plus durable comme façon de faire en donnant des prébiotiques parce que, ben, vous allez voir après, mais aussi, il y a la question de survie du probiotique qui peut être problématique. Aussi, un autre questionnement qu'on a eu, ça a été par rapport au moment puis la fréquence des traitements probiotiques. Donc, quand est-ce qu'on les donne, à quelle fréquence qu'on les donne? Quand on regarde là, dans toutes les autres études qui ont été faites, il y en a qui vont en donner à chaque semaine, il y en a qui vont en donner une fois par mois, pendant un mois ou pendant 2 ans de temps. Donc, c'est super variable. Nous, dans notre cas, on trouvait que c'était intéressant de le faire justement sur la période juste d'hivernage, d'en donner un peu à l'automne, un peu au printemps. Je crois que si c'était à refaire, j'en aurais donné plus fréquemment pour m'assurer vraiment que toutes les abeilles aient accès aux probiotiques, puis pas seulement qu'il y ait seulement 2 moments, mais qu'on aurait pu le traiter, je sais pas, 5 fois peut-être, pour que tout le monde ait accès aux probiotiques. Mais par contre, ça devient vraiment plus difficile de l'appliquer, disons, par des entreprises apicoles, par des gens qui en font leur métier, qui ont plusieurs ruches, ben là, d'aller traiter 5 fois, ça peut devenir embêtant. Il y avait aussi la méthode d'administration. Donc, nous, on a donné le probiotique dans du sirop sucré, donc dans le sirop de nourrissage. L'étude que j'ai présentée au début, eux, ils vaporisaient sur des cadres. J'ai déjà vu des études aussi qu'ils le donnaient par des galettes de protéines, des galettes de pollen. Donc, il y a plusieurs façons de donner les probiotiques. Puis le problème reste tout le temps de se dire, ben, est-ce qu'ils vont le manger? Donc, par exemple, le sirop de nourrissage, ça c'était pas la meilleure méthode. Les années suivantes, on a travaillé d'une autre façon. Mais en donnant un sirop de nourrissage,
ben là, les probiotiques étaient probablement plus entreposés dans les cadres plutôt que consommés immédiatement. Puis le probiotique, dans un sirop sucré, c'est pas son endroit préféré. Le taux de survie est pas très bon. Après un mois, là, la plupart des bactéries sont mortes. Donc, si c'est ce qui est arrivé, puis là, c'est dur à savoir dans ce cas-ci, mais si c'est ce qui est arrivé, ben, probablement que la majorité des probiotiques n'ont pas été consommés, puis ont juste été stockés dans les cadres. Ce qu'on avait fait l'année d'après, c'est qu'on avait on avait vraiment concentré les probiotiques dans, je pense, 50 millilitres de sirop. Puis on venait, en fait, le mettre avec une seringue sur les abeilles. Un peu de la même façon qu'on fait le traitement à l'acide oxalique par dégouttement, mais on faisait ça mais avec les probiotiques. Comme ça, ben, c'était un peu comme la vaporisation. Donc, les abeilles en avaient sur elles, devaient se nettoyer, devaient être consommées. Donc, il n'y avait pas moyen de l'entreposer. Mais ça nous permettait aussi de ne pas avoir à sortir des cadres pour vaporiser. Fait que ça, je pense que c'était quand même une meilleure façon de l'administrer pour, euh, pour que ce soit efficace. Puis après ça, l'autre problème, c'est parfait, les abeilles l'ont pris, mais quand on échantillonne les abeilles, on ne peut pas savoir quelle abeille a consommé combien de probiotiques. On a une colonie, ça change, donc il y a des abeilles qui meurent, il y en a d'autres qui naissent. Donc, c'est très possible qu'on ait échantillonné des abeilles très jeunes donc, qui n'avaient pas consommé de probiotiques. Mais pour ça, ce qu'on avait fait, c'est qu'on choisissait surtout des cadres de miel, des cadres de rive. Donc, on essayait de ne pas prendre des nourrices, mais vraiment prendre des abeilles qui étaient plus vieilles. Mais ça reste que on peut pas leur demander s'ils en ont mangé ou non. Donc ça devient vraiment problématique parce que ben on veut avoir un échantillon qui est représentatif, mais on ne sait pas qui en a consommé. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets qui sont faits sur des cagettes. Donc des abeilles en cagette avec une seringue qui va contenir un nombre X de probiotiques. Puis on le voit, donc qu'est-ce qui a été consommé. Quand il n'y a plus de sirop dans la seringue, ben, tous les probiotiques ont été consommés. Et étant donné que c'est la seule source de nourriture des abeilles qui sont en cagette, ben, on sait que tout le monde va en prendre. Donc ça, c'est quand même une méthode qui est intéressante là, pour voir l'impact direct d'un traitement, donc d'un probiotique sur l'abeille. Mais là, on est en contexte de cagette. On n'est plus dans des ruches, on n'est plus dans un environnement qui est réaliste, là, si on veut. C'est très contrôlé. Il n'y a pas de cire, il n'y a pas d'interaction avec des abeilles, il n'y a pas de reine. Donc là, les résultats qui sont issus de ce type de recherche-là peuvent être biaisés aussi par l'environnement qui n'est pas le même. Donc, c'est le projet que j'avais fait, c'est comme je disais, c'est un premier. C'était super intéressant de le faire. Puis je pense que ça a amené beaucoup d'autres questions pour la suite. Je sais qu'il y en a d'autres qui continuent à travailler présentement au CRESAD là, sur ces projets-là, dans le but là, d'avoir tu sais, le but de pouvoir trouver un probiotique qui fonctionne bien, c'est d'avoir un traitement qui va justement permettre, oui, d'améliorer la performance, mais aussi de diminuer l'impact négatif de, par exemple, les traitements antivarrois ou encore le stress qui est causé en pollinisation. Donc, si on peut avoir, disons, un traitement qui est facile à donner et qui enlève les effets néfastes de ces différents trucs-là, mais je pense que ça pourrait être super intéressant pour les apiculteurs, autant les amateurs qui ont quelques ruches qui veulent prendre soin de leurs abeilles que ceux qui sont plus en entreprise et qui veulent avoir des colonies qui sont plus performantes possibles. Alors, ça fait le tour pour moi. Et puis, ben, s'il y en a qui ont des questions, ça va être le moment pour les prendre.